Merci beaucoup, Sylvain, d'être là et je te laisse la parole pour te présenter, Effectivement. présenter ton thème. Donc, effectivement, hein, l'idée, c'est que j'ai préparé quelques slides, quelques supports, mais on a la chance d'être en petit comité. Et plus on va rentrer dans l'interaction, plus moi, je vais être performant. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Je voyais Elissa qui s'est penchée pour. Je ne savais pas si c'était pour Je écouter. lisais là le compétiteur humain, c'était petit, alors j'essaie de Ah voir ce oui, que mais c'est. t'inquiète pas, ouais, ça c'est mon logo, donc c'est normal. D'accord. On le verra en plus grand après. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Non, ce que je veux dire, hein, c'est que au-delà de ce que j'ai préparé là, quelques slides classiques de base, on a la chance d'être en tout petit comité. Et donc, plus vous allez rentrer dans une interaction avec moi, plus moi je vais être performant. Parce que c'est vraiment ce que je préfère. D'accord? Et plus je viendrai, plus moi j'aurai des apports et des échanges à vous faire, ou même de repartir d'expériences que vous avez. Donc vraiment, moi je vous offre cette opportunité aujourd'hui de pouvoir vraiment partager en toute bienveillance et sans jugement de tout ça. Moi je vais vous partager ma vision, une certaine vision qui est issue du sport de haut niveau, puisque moi j'ai un parcours sportif, effectivement. Euh, donc moi, en fait, j'ai un double parcours. J'ai un parcours d'un côté sportif de très très haut niveau, hein, puisque aujourd'hui j'ai fait 186 matchs internationaux. On peut dire que c'est l'équivalent de 185 concerts à l'international. J'ai fait 12 finales de grand championnat. Quand je dis 12 finales de grand championnat, c'est des finales de Coupe du Monde, de championnat d'Europe ou de Coupe intercontinentale. Et donc, toute cette expérience que je me suis figé, forgée au gré de ces compétitions-là, bah, c'est ce que je remets aujourd'hui dans mes accompagnements et dans les échanges et tout ce partage-là. J'ai pas toujours été le champion que je suis devenu. C'est-à-dire que avant ça, j'ai eu toute une phase où je faisais un autre sport et où j'étais athlète. Et pendant des années, je suis resté bloqué juste en dessous du championnat de France et du top niveau. À l'entraînement, avec les copains, on se battait, on avait le même niveau de technique, physique. Et pourtant, eux, en compétition, ils arrivaient à être encore meilleurs et moi, je perdais mes moyens. Et donc, eux sont devenus champions d'Europe, champions du monde, ont des sélections internationales. Et moi, je suis resté bloqué où j'en étais. Et ce qui a transformé cet athlète entre guillemets, pas trop performant en compétition, en cette finalement bête de compétition aujourd'hui en championnat international, puisque sur les 10 derniers championnats internationaux que j'ai fait 10 finales, voire même 12 finales. Et donc, tout se transforme, cette transformation de comment on gère ce passage de la performance à l'entraînement quand on est dans le confort de son espace à comment j'arrive à le produire dehors, et ben, c'est, c'est vraiment pour moi le cœur de mon travail aujourd'hui. Cette carrière internationale, elle se poursuit encore aujourd'hui et elle m'a aussi amené à passer de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai été pendant presque 10 ans responsable européen de l'arbitrage, France et Europe de l'arbitrage. C'est-à-dire que j'avais la responsabilité de développer l'arbitrage en Europe. Il y avait 19 pays et il fallait coordonner tout le développement de l'arbitrage. Ce qui m'a déjà amené tout un côté différent de l'arrière-scène, on va dire, parce que c'est bien beau d'être sous le feu des projecteurs sur le terrain, mais il y a tout un arrière-scène et comment on fait pour passer de la jeune personne qui commence à prendre un premier sifflet sur une première compétition à un arbitre international. Et donc vraiment travailler tout ça. Le sport que je pratique n'est pas professionnel. Et donc, je n'ai pas eu les moyens de vivre de ce sport-là. Et donc, à côté de ça, j'ai eu toute une carrière qui se construit encore hein, dans les grandes entreprises, dans les grandes entreprises françaises, qui m'amènent une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus professionnelle du management transverse, c'est-à-dire sans responsabilité hiérarchique,
Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur des pilotes, donc j'ai été pilote de programme de transformation métier, hein, c'est-à-dire que on conduit le changement. Et encore une fois, c'est des vecteurs de stress pour des personnes sur le terrain, puisque on va amener un changement dans leurs activités professionnelles. Et donc, comment on amène tout ça, comment on facilite tout ça, eh ben, c'est mon travail aujourd'hui. Et ben, sport collectif en entreprise, il y a une composante qui est très souvent liée, c'est la performance des équipes. Et moi, c'est aujourd'hui quelque chose qui vraiment m'anime de faire en sorte que cette cohésion d'équipe amène à quelque chose de beaucoup plus performant. Et donc, de tout ça est née ma structure qui s'appelle le compétiteur humain. Alors, le compétiteur humain, pourquoi? Parce que je pense que on peut arriver au top niveau mondial sans forcément écraser les autres et se sentir supérieur. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, ma structure s'appelle le compétiteur humain. Ce que je vais vous partager, hein, c'est vraiment mon expérience de comment ben, je suis passé du jeune premier à cet arbitre international. Donc, je vais partager tout ça avec vous. N'hésitez pas, il doit y avoir des chats, des discussions. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et on vous donne aussi la parole. Hop. Alors, moi, ce que je voulais commencer en fait par une roue. Et je pense que vous me direz si ça résonne aussi chez vous. C'est, je dirais, une roue qui est un petit peu particulière parce qu'elle n'a pas de point d'entrée. Et c'est vraiment un cercle dans lequel on peut rentrer par n'importe quel point. Et c'est pour moi l'antichambre de la performance. Qu'est-ce qui va nous bloquer? Et donc là, pour aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de prendre l'entrée dans cette roue par le stress, par cette pression et ce stress que je peux me mettre, que je peux ressentir à un moment donné. Et donc, ce stress-là, il faut que j'apprenne à le gérer. Parce que si je ne le gère pas, il va entraîner beaucoup d'autres choses derrière, et notamment de la perte de confiance. Parce que quand je suis dans un état de stress, forcément, il y a des choses qui ne vont pas être fluides, il y a des choses qui ne vont pas être naturelles. Et donc, forcément, quand je me sens pas en confiance, ce qui va se passer derrière, je vais souvent avoir des déceptions. Pourquoi des déceptions? Ben, finalement, une perte de confiance, je ne sens plus mes capacités à réaliser ce que je peux faire. Et donc, forcément, je vais ressentir une différence, un écart entre ce que je sais faire, ce que je peux réaliser et ce que je réalise logiquement. Et donc, logiquement, quand je constate cet écart, ça vient me chercher, ça vient me travailler à l'intérieur. Et donc, cette déception-là, eh ben, il faut aussi apprendre à la gérer. Et vous verrez après que toutes ces étapes-là, on va les retrouver dans un développement classique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que derrière une déception, bah, naturellement, l'une des choses qui apparaît régulièrement, c'est une baisse de motivation. D'accord? Ah oui, une baisse de motivation, c'est-à-dire que j'ai eu une déception, j'ai eu un contretemps, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme je le voulais, et donc intérieurement, ça vient me chercher, ça vient me travailler. Et malheureusement, cette baisse de motivation va faire que je vais en faire un petit peu moins, je vais moins me préparer, je vais moins m'entraîner, je vais moins faire mes gammes. On parle aussi de gammes hein, dans le sport de haut niveau. Je pense que les gammes dans la musique, c'est aussi des choses que vous faites très régulièrement, les basiques et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais moins de préparation? Eh ben, la fois d'après, quand j'arrive sur un autre événement, eh ben, mon stress va augmenter. Et donc, forcément, si mon stress augmente parce que je me sens moins bien préparé, ma confiance, elle va encore chuter. Et donc, ma déception va devenir de plus en plus grande. Et donc, je me retrouve dans un cercle vicieux qu'il faut que j'arrive à casser. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Si, au fur et à mesure de ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des échecs de plus en plus répétés. Et forcément, d'échec en échec, à un moment donné, je vais lâcher l'affaire et je vais abandonner. Et donc, tout l'enjeu de la préparation mentale, hein,
telle que moi je la conçois, c'est de se préparer et d'apprendre à casser ce cercle vicieux dans lequel naturellement tout humain va tomber. Et l'enjeu hein, vraiment là-dessus, c'est le cœur de l'accompagnement. Et donc, comment en fait on va arriver à ce niveau de ce que moi j'appelle la maîtrise de l'instant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir cette zone de flow? Vous aussi, dans la musique. Je sais que nous, dans les sportifs, c'est quelque chose qui est assez courant et que beaucoup vont chercher à recréer. Malheureusement, la zone de flow, on ne peut pas y rentrer comme ça, en claquant des doigts. On peut uniquement travailler sur les conditions pour son apparition. Si vous voulez, on pourra y revenir. Euh, Est-ce que Mais cette zone c'est de quoi flow, exactement? ça vous parle ou pas? Oui, Non. c'était la même question. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est la zone de flow? La zone de flow, c'est la zone où tout est fluide, tout est limpide et où on n'a pas l'impression de faire d'efforts pour que ça sorte, que ça se réalise. D'accord? On peut comparer cette zone de flow à un état hypnotique. D'accord? Euh, j'aime bien prendre des exemples là-dessus. Et il y en a deux qui sont assez parlants. Est-ce que ça vous est arrivé de vous mettre dans un bouquin, un bon bouquin, et de lever la tête du bouquin et de vous dire, merde, j'ai passé 2 heures. Mhm. Oui, c'est la même Et chose bien pour ça, la c'est une zone musique. de flow, en La fait. musique, on oublie l'heure quand on est vraiment, même sur scène, Voilà. on ne sait pas combien de temps ça a duré. On ne sait pas, mais tout est naturel et ça s'enchaîne naturellement sans que finalement on ait à y penser. Et donc, cette maîtrise de l'instant, on peut pas décider de je m'y mets et je rentre. Par contre, là où c'est intéressant de travailler, en fait, c'est des conditions dont j'ai besoin pour moi y rentrer dedans et faciliter cette capacité à rentrer dedans. Donc, globalement, il y a quelques éléments, je ne les ai pas préparés, mais je pourrais vous les retrouver, hein, mais globalement, il faut que la tâche à réaliser soit suffisamment challengeante pour nous demander un certain investissement mental, mais pas trop pour pas nous bloquer. Est-ce que ça vous est arrivé des fois de jouer des partitions qui sont, entre guillemets, trop faciles et finalement d'être dans un ennui, dans un certain ennui? On est typiquement là-dessus. Moi, par exemple, en match international, quand le match est ennuyant, entre deux équipes plutôt de bas de tableau, où il faut arbitrer, j'ai tendance à me déconcentrer et à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que le niveau de challenge de la tâche à réaliser n'est pas suffisant pour que ma concentration me permette d'être totalement dans l'instant. Et c'est là qu'on va trouver ces moments où mon esprit y part, parce que il n'est pas suffisamment challengé pour être dans l'instant et dans le moment présent. Et donc, trouver ce juste niveau de l'objectif, pas trop challengeant, parce que si c'est trop challengeant, on s'énerve dessus parce que c'est trop difficile, et voire même on passe pas à l'action parce que ça nous fait peur, et suffisamment pour avancer. Après, il y a aussi des états d'énergie et toutes ces choses-là que l'on peut discuter. Donc moi, la maîtrise de l'instant, ça part vraiment par cette clé de l'objectif. L'objectif, c'est bien, mais dans cet objectif à atteindre. Moi, dans le sport, généralement, on va fonctionner par grande compétition. Par exemple, quand on prépare une Coupe du Monde, moi, c'est 4 ans de travail pour 3 jours de compétition. Et donc, pendant ces 4 ans-là, eh ben, il va falloir se transformer. Il va falloir se transformer. euh, alors, ce n'est pas le slide que je pensais. Excusez-moi. Je ne suis pas sur le slide que je pensais vous présenter. Donc, hop, on va hop, se transformer. On va être là. C'est pas grave. Bon, mes slides sont inversés par rapport à ce que je suis en train de raconter. L'idée, c'est bien de comprendre aujourd'hui qui je suis. Qui je suis et me découvrir. Comprendre mes modes de fonctionnement. Qu'est-ce qui vient me challenger? Qu'est-ce qui vient me mettre en stress? Qu'est-ce qui vient me faire perdre ma concentration? Qu'est-ce qui vient me faire mettre sous pression? Et donc, tous ces schémas, et de voir comment moi je vais réagir
face à ces situations. Moi, j'ai l'habitude de dire que le problème n'est jamais la situation, mais la relation que je vais avoir à cette relation dans l'instant T. Et la meilleure preuve, c'est que des fois, la même situation me fera rien et la fois d'après viendra me challenger. Vous voyez pas les slides? Et on le voit. Ah, Si, On voit le si. site. Ah non, bah, c'est que un problème sur ma tablette. Moi, je vois pas les slides en tout cas. ok. Mais pas de souci, continuez. Ouais, ouais. Ok. Oui. Ben, à la rigueur, je Ah, vous les ferai c'est passer. bon, ça y est. C'est bon. Je vous ferai un petit PDF et puis je vous enverrai tout ça. Donc l'idée, c'est bien de comprendre ces modes de fonctionnement à soi. Donc, où je suis aujourd'hui. Mais l'enjeu, c'est surtout de se dire, euh, pour réussir cette compétition, en fait, ou ce récital, ou ça, c'est vraiment qui je dois devenir. Pour travailler cette transformation de qu'est-ce que je dois faire évoluer de moi, dans mes compétences, dans mes savoir-être, dans mes savoir-faire, pour réaliser cet objectif-là. Et donc, l'enjeu, hein, c'est bien cet accompagnement de comprendre ces mécanismes internes qui, aujourd'hui, me bloquent ou me poussent pour réaliser ce que j'ai à réaliser. Et donc, tout ça, forcément, ça passe par un plan d'action sur cette transformation de entre où je suis aujourd'hui et où je veux être demain, qu'est-ce que j'ai à travailler. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir en fait sur cette vision de l'instant et de la compétition. Parce que le cœur de l'histoire, c'est mentalement, en termes de préparation mentale, quelles sont les grandes étapes. Euh, j'ai l'habitude de découper en fait tout grand événement ou tout événement en quatre phases. Et donc, on va s'appuyer sur ces quatre phases pour voir sur quoi on va aller travailler, d'accord? Et les différentes approches qu'on peut avoir. Le premier, c'est l'objectif, d'accord? Ben, il n'est pas possible d'atteindre quelque chose que je ne me suis pas fixé. Je dois vraiment, moi, définir où je veux aller. Alors, cet objectif-là, hein, il peut être à long terme, à moyen terme ou à court terme. Et ce cycle que je vous présente là de différentes phases, il va se reproduire à des pas de temps ou à des fréquences différentes. Sur, par exemple, quand je prépare une compétition, une Coupe du Monde à 4 ans, je ne vais pas faire un cycle de 4 ans. Je vais partir de cet objectif final et le découper en plus petits objectifs qui vont me permettre à chaque fois d'avancer et de retravailler différentes compétences. Donc, dans les quatre grandes phases, il y a cette phase d'avant. La phase d'avant, c'est la phase de préparation, quand vous préparez. Et cette phase-là, elle va nous permettre de venir construire notre confiance. Notre confiance, aujourd'hui, euh, malheureusement, la confiance, elle ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas au magasin. Je ne vais pas passer au rayon du supermarché et regarder dans le rayon si je veux de la confiance bleue, rouge, jaune ou verte. Non. Pour construire ma confiance, je vais devoir faire des choses. Et je vais devoir accepter de faire des choses qui soient imparfaites et voire même des choses qui, dans le très court terme ou dans l'immédiat, ne donnent pas de résultats visibles. C'est ce que moi j'appelle les AQRII. C'est les actions quotidiennes aux résultats immédiats invisibles. Par contre, c'est cette somme des petites actions qui va vous permettre de continuellement construire votre confiance. Je vais prendre un exemple. Votre confiance, c'est comme un enfant. Un enfant qui, tous les jours, passerait sous la toise et regarderait si la toise, elle a bougé du jour au lendemain. Il va pas avoir bougé. Par contre, cet enfant, au bout de 3 mois ou de 6 mois, on l'envoie chez grand-maman, chez sa grand-mère. Et quelle est la première réaction de la grand-mère? C'est dire, mais qu'est-ce qu'il a grandi? Eh bien, votre confiance, c'est pareil. Pour construire votre confiance, c'est cette somme des petites actions que vous allez faire au quotidien qui, prises unitairement, ne donnent pas forcément de résultats visibles. Et par contre, mises bout à bout,
elles vont vraiment vous construire ça. C'est la répétition. Alors, la répétition, je pense que vous êtes encore plus au courant que moi que c'est la base. Ces actions-là, et c'est vraiment dans l'action que vous allez pouvoir travailler cette confiance. Donc, l'action imparfaite, résultat la plus minime possible, et surtout de la célébrer, cette action, ce passage à l'action, parce que vous êtes chaque fois sur un petit pas qui vous fait avancer vers votre objectif et qui va construire votre confiance. Parce que vous avez fait les choses. Et même, je dirais que cette confiance-là, elle est aussi à regarder votre, votre erreur. Parce que quand vous faites de l'action, vous allez avoir des erreurs. Ces erreurs, c'est du feedback pour progresser et avancer. C'est pas une fin en soi, c'est un outil pour avancer et progresser. Si on sait l'utiliser, alors ça devient un moyen absolu dans la progression. Comprendre ces erreurs pour ne pas les reproduire, on a le droit à l'erreur. Par contre, en tant que performeur de très haut niveau, on n'a pas le droit de faire deux fois ou trois fois la même erreur. Il faut qu'on prenne conscience de ce qui se passe et de l'améliorer pour être sûr que ça s'améliore. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions autour de la confiance? Je vous fais un condensé, hein. J'ai des ateliers, j'ai des masterclass qui durent une heure et demie, dédiés à chacun des streams. Donc là, je vous fais vraiment un condensé absolu. Je pourrais vous envoyer ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, j'ai des replays des dernières là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par un sujet en particulier, n'hésitez pas. Ok. Non, excellent, merci Sylvain, ça vient vraiment compléter. Moi, je connais chaque artiste où ils en sont et je pense que vous pouvez interagir, enfin, vous pouvez vraiment poser vos questions à Sylvain, mais je crois que c'est important ce live aujourd'hui pour pouvoir développer son projet. Et peut-être la seule différence que j'ai vue avec le sport, c'est que le sport, finalement, dans le moment de réalisation, surtout un sport en équipe, il y a de l'improvisation, peut-être comme Adrien qui fait du hip-hop, il y a quelque chose qui se crée sur scène. Mais dans le classique, on vient répéter, il y a aussi cette répétition des concerts. Souvent, moi, je dis que le premier concert ne va pas être pareil que la 30e fois qu'on fait le même programme, par exemple, sur scène. Donc, en fait, il y a cet accomplissement-là au bout d'une préparation pour monter sur scène, mais ensuite, il y a aussi la répétition, comme des matchs, en fait, plusieurs matchs, quand on joue beaucoup de matchs. Mais dans le moment, il va y avoir l'interprétation, la création, etc. Mais c'est vrai qu'on va répéter quelque chose qu'on apprend d'une technique, en fait, et d'une... Eh ben, je vais m'inscrire en faux par rapport à ça parce que, en fait, il n'y a pas d'improvisation. C'est Dans les une matchs, non? adaptation à la situation, en fait. Ok. Et c'est justement ce travail de répétition, dans cette capacité à gérer l'imprévu et l'adaptation à la situation que l'on progresse. Et collectivement aussi. Et donc, effectivement, on peut prendre un autre exemple que je connais un tout petit peu mieux, qui est le théâtre d'improvisation. Il n'y a rien de plus préparé que le théâtre d'improvisation. Parce qu'il y a des codes qu'il faut maîtriser pour justement pouvoir garder la fluidité et la cohérence. C'est-à-dire qu'en théâtre d'improvisation, on ne ferme jamais. On est obligé d'accepter la proposition et de laisser ouvert pour que l'autre puisse le reprendre. Donc, même si c'est de l'improvisation, il y a des codes. Et ce travail-là est l'un des travaux que, alors moi, d'autant plus en tant qu'arbitre, c'est vraiment avoir cette capacité et c'est ce qu'on appelle dans le sport de haut niveau l'intelligence situationnelle. L'intelligence situationnelle, alors effectivement, vous l'avez certainement moins dans la musique et notamment la musique classique, mais vous pouvez la retrouver dans votre vie professionnelle, dans votre vie active en dehors de, ben, ok, là, dans cette situation-là, c'est de quoi j'ai besoin pour être performant. Et vraiment, quand on parle aussi de cohésion d'équipe et pourquoi en début de saison, les équipes, elles bafouent un peu leur collectif parce qu'elles n'arrivent pas à se trouver, bah, c'est parce que justement, elles n'ont pas développé ces automatismes invisibles hein, d'adaptation, de comprendre comment l'autre joue et de comment on va pouvoir travailler ensemble effectivement. Mais pour moi, vous répétissez, vous avez plus jouer une partition et vous répétez, 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 répétez.
Dans le sport collectif, effectivement, on va avoir ces adaptations, mais par contre, sur des sports individuels tels que la gymnastique ou des compétitions vraiment individuelles face à soi-même, hein, je pense à des choses sur de l'escalade ou des techniques de lancer dans l'athlétisme, où on va répéter des sauts, des lancers, on va répéter le même geste des milliers et des milliers de fois pour pouvoir l'améliorer et augmenter sa technicité, effectivement. Tu vois. Et Super. donc, effectivement, il y a des sports de combat et d'adaptation, mais on va travailler notre capacité d'adaptation. Et c'est vraiment dans les compétences qu'on doit développer, cette capacité à voir les choses, anticiper, réfléchir plus vite pour pouvoir décider qui aujourd'hui se travaille. Et c'est pour ça que c'est toute cette difficulté, je pense que vous l'avez aussi dans le jouer ensemble. Quand vous n'êtes pas sur un solo, il faut avoir aussi cette capacité d'écoute, de voir l'autre où il en est, s'il avance. Je pense qu'il y a aussi des codes entre vous pour comprendre comment vous jouez et trouver ce bon tempo, je pense. Mhm. Tout à fait. Super pour la précision parce que c'est, d'ailleurs, peut-être ça parle à tous dans vos situations personnelles. Adrien, Moi, j'ai une petite question, Ouais, si c'est possible. bien, Parce que tout à l'heure, non, c'est pas tout à l'heure, possible, c'est recommandé. ah ben voilà, parfait. Non, parce que tout à l'heure, vous parliez de donc la phase de préparation et Ouais, puis donc l'action quotidienne et puis bah, forcément, il faut accepter qu'il y ait des petites imperfections pour aller pour ensuite avancer. Mais oui. comment faire pour gérer la frustration de ces petites imperfections, justement? Hmm. Alors, c'est toute une autre partie. C'est ce que moi j'appelle la gestion de l'émotion, en fait, parce que la frustration, c'est une émotion. Et en fait, il faut comprendre derrière cette émotion quel signal vient nous chercher, en fait. Parce que une émotion, à la base, elle est neutre. Et c'est par contre, c'est Mhm. le contexte et la situation qui va faire que elle va venir soit négative, soit positive. Et donc, il faut aller chercher derrière cette frustration, de voir pourquoi cette émotion-là, elle vient me chercher, pourquoi elle m'empêche de répéter correctement. Je vous ai mis derrière, on aura, je pense, le temps d'y passer dessus, ce que j'appelle le principe des cercles entre pensée, émotion, comportement, résultat, et comment on tourne là-dedans. En fait, ton émotion, elle est corrélée derrière à un besoin qui n'est pas nourri. Et donc, ce qui va être important, c'est de prendre un peu de recul pour comprendre quel est le besoin et comment je peux le nourrir. Alors, effectivement, vous êtes dans des disciplines de perfection. Et accepter l'imperfection, et quelque chose qui est forcément très challengeant et très difficile. Et donc, il y a un travail interne à faire sur qu'est-ce que je mets en place quand cette émotion, cette frustration, elle arrive. C'est globalement, si tu pars de ce moment de frustration, euh, l'idée, c'est d'aller voir comment, à ce moment-là, à quoi tu penses. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu permets déjà qu'on parte de ton exemple pour discuter et présenter comment on peut travailler cette émotion et cette frustration? Ben, je sais pas, ça va être un peu comme beaucoup de monde, c'est, enfin, bon, un peu comme beaucoup de musiciens. C'est, par exemple, je vais faire un passage assez technique dans Ouais, une pièce, et en fait, ce passage-là, il va pas sonner comme j'ai envie qu'il sonne, et malgré le travail, ok, ça va être mieux, mais ce sera pas, comment dire, au point où moi j'ai envie que ce soit. c'est Je sais jamais pas si assez. j'étais claire. C'est jamais assez, Ouais, c'est c'est un ça. peu ça. Ou bah ouais, après ouais, enfin oui, je suis un petit peu perfectionniste, mais oui, j'ai toujours envie que ce soit quelque chose de parfait, enfin presque parfait quoi. Et du coup, c'est très dur. D'accord. Dans ce moment-là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Ben, je suis un peu frustrée de pas Camille, arriver Camille, la au. question c'est qu'est-ce que tu te dis? Quelles sont tes pensées? Ça, tu me réponds sur l'émotion. Ah, ben, j'ai envie d'y arriver en tout cas. Enfin, la pensée, c'est d'aller au bout de mes objectifs
je pense à la musique aussi quand je joue, je pense à ce que ça sonne bien, etc. Quelle est la petite voix dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle te dit? Ben, bah, elle me dit, bah, répète, 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 faut que ce soit mieux, quoi. Enfin, ou des fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer, par exemple. Ok, d'accord. Donc là, Je tu as peux une petite intervenir voix. là-dessus? Attends, pour l'instant, je vais continuer avec elle. Adrien, je reviendrai Mais c'était dans le après même but. à toi, Ouais. si tu veux. Parce que, en fait, on est entré dans un process de coaching avec Camille. Et donc, je vais faire quelques questions pour voir si on peut débloquer quelque chose dès maintenant ou pas. Et après, je reviendrai Ok. à ta question. Non, c'était la même que c'était par rapport à ce qu'elle disait en fait, mais c'est Ouais, pas grave. mais On peut Oui, en continuer on est fait, là-dessus. tous vous concernés, je pouvez faire pense. l'exercice vous-même. Là, je le travaille avec Camille, mais vous Oui, allez oui, voir le schéma qu'on va faire. sans problème. C'est globalement, voilà, vous avez une situation, un événement, et ça va passer par votre filtre des croyances. Et donc, on va commencer par une pensée. Et donc là, Camille, elle me dit, ben, j'ai oublié ce que tu me disais. Euh, Que sa petite Bah, voix que, disait répéter, répéter, répéter. voilà. Et donc, quand oui, tu te oui, et dis, que j'arriverai pas, quoi. ah, regarde, toi, ça y est, là, on a ta croyance, on a ta pensée limitante. J'y arriverai pas. Hum, Tu vois. Et c'est pas j'ai fait une erreur ou je recherche de la perfection. C'est que là, tu es en train de devenir travailler sur ton filtre de ta croyance identitaire. Plutôt fonctionnel, c'est je ne suis pas capable d'y arriver. Et donc, quand tu dis hum. je ne suis pas capable d'y arriver, c'est qu'est-ce que tu ressens physiquement et émotionnellement. Bah, justement, je ressens de la frustration, et puis après, bah, je me fatigue, et puis après, bah, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que je suis frustrée. En fait, j'aimerais bien que ça sonne comme, par exemple, d'autres musiciens. Et puis, vu que j'arrive pas à aller jusqu'au bout, forcément, il y a la fatigue qui vient. Et puis après, peut-être l'acharnement. Et puis après, la frustration. Et voilà. Donc là, on est clairement là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une pensée, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. J'ai un ressenti que ça m'énerve, je me frustre, comportement, j'en fais encore plus. Résultat, je me fatigue, j'y arrive encore moins, et tu boucles. On est d'accord? Exact. Oui, oui, c'est ouais, bah oui. C'est plus ou moins ça. Ouais. Ah oui. Ok. Maintenant, si là je te pose la question de, dans ce moment-là, qu'est-ce que tu voudrais ressentir? Ben, quelque chose de confortable, en tout cas. Enfin, de la satisfaction. Ouais. Comment ça se matérialise chez toi la satisfaction? Bah, quand j'arrive à faire quelque chose. Euh, c'est Comment compliqué. si Camille elle est satisfaite dans son corps, qu'est-ce qui se passe physiquement dans son corps? Bah, ouais, je ressens du plaisir, et puis je Je suis ressens du assez plaisir, c'est une contente. émotion. C'est pas quelque chose de physique que tu ressens dans ton corps. Ah, physique, ben après, oui, physique, c'est plus détente, plus bah, la fluidité, enfin, l'énergie, etc. Voilà. Et donc, quand tu es dans cette sensation physique et dans ce ressenti émotionnel, quels sont tes comportements? Euh, Quand je suis satisfaite, je veux dire, Ouais, par exemple, oui. ben, bah, je suis plutôt motivée, je suis plutôt détendue, et puis bah, je fonce, et j'ai envie d'avancer encore plus, et enfin, du coup, là, c'est plutôt positif, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les résultats sur ta musique? Ah, bah, comment dire, ouais, c'est fluide, et puis je m'arrête plus, et, je ressens du plaisir à jouer, et puis je pense plus, enfin, j'ai plus des pensées négatives, quoi, Ouais. juste, je joue. Et à ce moment-là, à quoi tu penses? Qu'est-ce qu'elle dit, la petite voix en toi? Euh, ça, c'est dur de répondre à ça. Ben, qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite voix? Bah, je pense que je suis assez contente du résultat, et puis de profiter.
de profiter du moment présent et puis essayer d'accueillir toutes les nouvelles sensations que je pourrais avoir, des sensations positives dues au jeu. Hmm. Et du coup, quand tu accueilles ces sensations du jeu et du positif, qu'est-ce qui se passe dans ton comportement? Bah, je suis plus posée, je suis plus, ouais, je me pose moins de questions. Enfin, je suis plus étendue en fait. Je suis plus détendu. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le résultat? Et ça engendre quoi? Ce comportement de relâchement et de détente? Bah, peut-être moins comment dire, moins de parasites dans les mouvements et Alors, plus de je vais facilité. t'inviter à le formuler de façon positive, non pas moins de, mais plus de. Ou ça m'apporte ça. Oui. Ben, plus d'énergie, plus de facilité dans les mouvements, Hmm. plus, peut-être plus dextérité. Ouais. Et quand tu ressens cette dextérité, plus de facilité dans tes mouvements, quelles sont les pensées qui te viennent à ce moment-là? Euh, ben, c'est pareil, je suis plutôt satisfaite et puis je suis super, enfin, ouais, je suis vraiment contente et je me dis, ok, ça y est, maintenant j'y arrive, j'ai atteint l'objectif, quoi. Excellent. Quand tu dis maintenant j'y arrive, ça t'ouvre quoi comme porte? Euh, bah, je sais pas, le côté que bah, je suis allée jusqu'au bout, que j'ai réussi par le cheminement à comment dire, réunir tous les paramètres pour aller jusqu'au bout. Et du coup, ouais, enfin, j'ai du plaisir, je suis très satisfaite de ce que je fais et puis je suis contente. Je suis contente que ça marche en fait et j'ai pas du tout le même, comment dire, le même ressenti. Et si c'est pas le même ressenti, c'est quoi ce ressenti-là quand on a fait une deuxième boucle et qu'on a encore plus réussi? Ah, euh, quand on a fait une deuxième, quand j'ai refait ce Bah, même là, acheminement. toi, on avance. On a commencé l'entretien ensemble. Tu étais là, je suis frustré, j'y arrive pas. Et là, on Oui, sent que progressivement, tu t'ouvres et on sent que tu es en train de transformer en toi cette frustration en énergie et en satisfaction. ah Simplement oui, parce d'accord. qu'on a été mettre notre focus ailleurs. Et donc, si on n'arrive pas à changer cette émotion, parce que on n'arrive pas, on n'a pas forcément la capacité à travailler sur son état interne, son émotion, on a deux autres leviers qu'on peut aller activer. Ces deux autres leviers, c'est le comportement. Et donc, le comportement, c'est ce que tu as commencé à toucher du doigt en disant, je vais chercher plus de relâchement, plus de facilité dans mon mouvement. Donc, peut-être revenir sur des mouvements plus faciles, hein. Moi, je sais que dans le sport de haut niveau, des fois, revenir sur des basiques plutôt que d'essayer des nouvelles choses me permet de revenir dans un état émotionnel de réussite qui, lui, va être un, un environnement beaucoup plus simple pour repasser mon mouvement technique qui est plus dur après. Et donc, soit par le mise en action, soit par la pensée. Venir travailler ses pensées. Ce n'est pas parce que j'y arrive pas maintenant ou ouais, je vais y arriver. Tiens, je vais prendre du plaisir ou ça va avancer. D'accord? Et si tu veux transformer ton émotion, t'as pas 36 000 solutions. C'est venir travailler sur ces deux leviers, de la pensée ou du comportement. Et généralement, quand on a un dialogue interne, souvent c'est notre dialogue interne qui devient négatif. Et notre dialogue interne, soit j'ai la capacité à être suffisamment, alors plutôt à être suffisamment fort pour le transformer dans l'immédiat, soit il faut que je repasse par du comportement et de l'action pour justement réenclencher une boucle de cercle virtueux sur ces choses-là. Et c'est pour ça que je t'ai invité vraiment à remettre des mots sur physiquement qu'est-ce que tu ressens et quelle est cette émotion du plaisir et de la satisfaction, qu'est-ce que ça a pour toi. Après,
En préparation mentale, on peut travailler, et peut-être que vous l'avez déjà fait, sur des ancrages. L'ancrage, c'est ajouter un petit geste kinesthésique qui peut nous permettre de faire remonter en soi un état émotionnel ou un état interne qui, lui, va être plus propice. Globalement, vous allez trouver ça dans vos routines de préparation. De quoi vous avez besoin dans votre routine de préparation. Des fois, j'ai besoin de m'activer. Des fois, j'ai besoin de me calmer. Il y en a qui vont prendre de la musique. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup jouer ou beaucoup s'échauffer. D'autres, très peu. Et ça, c'est vraiment à chacun de comprendre ce dont il a besoin et de faire remonter cet état interne pour être dans les bonnes conditions. Et ça, effectivement, eh ben, quand on est dans un état de frustration, plus on va s'entêter dans cet état de frustration, plus on va descendre dans un cercle et finalement arriver à un point de rupture. Et ce point de rupture, hein, c'est celui qu'on voyait dans le cercle vicieux, en fait. Le cercle vicieux que je vous ai présenté entre le stress, la confiance, le résultat et la motivation, vous l'avez dans ce cercle de pensée. Si tu continues tes pensées négatives à t'acharner, à être plus fatigué, tu vas de plus en plus descendre et forcément, ton résultat sera de moins en moins bon et de moins en moins en ligne avec ce que tu attends. Et donc, l'un des enjeux de la préparation mentale, hein, c'est pas de dire que je n'irai jamais en frustration, mais c'est de bien comprendre que quand je vais en frustration, un, j'y reste le moins longtemps possible, et deux, j'ai des outils qui me permettent de revenir dans un état plutôt sécuritaire qui me permet vraiment de réaliser ce que j'ai besoin de réaliser. Et la préparation mentale ne t'empêchera jamais de ne pas aller dans ce que moi j'appelle la tête rouge de ça va pas, je suis en frustration, c'est compliqué, je m'acharne, je m'obstine et c'est de pire en pire et je rentre dans mon cercle vicieux. Mhm. C'est plus clair? Oui, oui, carrément. Ah. Ouais, ouais. Adrien, tu voulais intervenir toi aussi? Non, non, c'était exactement Ouais. la même situation. C'est que c'est vrai que quand il y a une frustration qui arrive, oui, pour moi, c'est pas vraiment je n'y arriverai pas, c'est plus oh merde, purée, c'est pas possible, j'ai fait encore, et puis ça tourne, et puis parce que moi je suis sur le mic, alors je dois continuer à chanter, et mais quand ça c'est ancré dans ta tête, c'est l'horreur, quoi. Ça peut durer Ah, tout un morceau comme tout un concert. Non, eh ben, j'exagère, un concert, non, mais voilà. c'est exactement le travail que je fais avec les sportifs, en fait. D'avoir cette capacité à détecter que on est rentré dans la tête rouge, hein, cette boucle Hum, de tête rouge, et de pouvoir se doter d'outils pour en sortir. Quand vous êtes en tête rouge, c'était pas prévu au programme de ce soir, mais je vous le donne quand même, hein, vous avez trois comportements possibles. C'est les comportements de la survie. Quand vous êtes en tête rouge, vous avez soit un comportement d'attaque, c'est-à-dire que vous allez vous entêter et vous allez continuer à faire comme avant et bah, ça ne marchera pas mieux. Vous avez un comportement de je me fige, c'est-à-dire j'arrête, je ne fais plus rien. Ou trois, je fuis, carrément, j'abandonne. Et donc, l'idée et le travail qu'on peut faire avec les personnes, c'est d'identifier quels sont leurs symptômes de je m'approche de cette tête rouge, pour ne pas basculer dans cette tête rouge et mettre en place des contre-mesures hein, pour rebaisser avant de franchir cette limite. Et pour ça, c'est vraiment apprendre à se connaître, à observer. Tiens, quelle est la dernière fois où j'ai ressenti cette frustration? Quelles étaient quelle était la situation, quels étaient mes ressentis physiques, quelles étaient mes pensées. Et pour se dire, la prochaine fois, ah bah tiens, quand je commence à sentir que je me crispe sur mon instrument, là je le sens que je me crispe parce que c'est physiquement, et le corps va parler bien avant le mental ou les émotions. Hein. Les émotions sont aussi une résultante du corps, mais d'avoir cette capacité à se connecter à son corps pour détecter ces signes avant-coureurs vont nous permettre hein, de ralentir ou de mettre en place quelque chose. Alors, le quelque chose va dépendre aussi de la situation et de ces choses-là, hein, mais euh, le mindset, c'est un muscle qui se développe et qui se travaille.
il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, en claquant des doigts, parce que j'ai fait deux ateliers avec Sylvain ou avec un préparateur mental, je vais y arriver. Non, Euh, l'être humain est tellement complexe que pour apprendre à se connaître, et je dis bien à se connaître, hein, on ne cherche pas à connaître les autres, mais que nous, savoir comment, dans quelle situation je vais réagir, qu'est-ce qui va me faire sortir. Ah, tu parlais Adrien tout à l'heure de, OK, quand je fais une erreur, est-ce que ça me pourrit mon morceau ou est-ce que ça me pourrit mon concert? Et Mm. le premier enjeu, c'est de faire en sorte que mon erreur ne me pourrisse pas tout mon concert, voire même Mm. ma série de concerts. Parce que on peut imaginer que une erreur, je fais un mauvais concert, je passe une mauvaise nuit, j'ai un autre concert le lendemain. Ben, mentalement, j'y suis pas parce que j'ai fait une erreur et j'ai pas récupéré. Et je fais un deuxième mauvais concert, je fais un troisième mauvais concert parce que j'ai pas eu cette capacité mentale à me régénérer, à refaire cet espace pour mettre en place les conditions de ce que j'ai réellement besoin. Et donc, ce travail de pensée, émotion, ressenti, comportement qui vont donner des résultats, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez apprendre à connaître vos réactions. Mais c'est vrai que les erreurs sont vraiment minimes. C'est nous qui les ressentons quand on les joue. Mais Hmm. par exemple, quand on prend, parce que on capte le concert, on filme le concert, c'est que quand tu revois les erreurs, en fait, c'est vraiment des erreurs minimes qui passent vraiment en quelques secondes. Et en fait, on va dire que on se persécute nous-mêmes, tandis que les autres n'ont rien ressenti derrière, quoi. Voilà. Et C'est, encore une fois, c'est pas la situation qui pose un problème, c'est la relation que j'ai à cette situation-là. Quand tu dis ouais. l'erreur, ben oui, soit cette erreur-là, je lui laisse prendre tout l'espace et je n'arrive plus à jouer. Et moi, ça m'est arrivé, hein, ça peut nous arriver aussi, moi, dans l'arbitrage. Si je prends une mauvaise décision dans les 3 premières minutes, le match peut être ultra long. Sur 80 ou 90 minutes de match. Si tu pars en vrille sur la première décision au bout de 30 secondes, je peux te dire que les 90 minutes, elles sont longues. Et si tu n'as pas développé cette capacité à, sur cette erreur, à décider qu'elle ne va pas t'impacter et que tu vas continuer à avancer, c'est vachement important. Moi, sur l'erreur, pour moi, il y a plusieurs choses. Et pour vous, il y a que deux choses possibles. Globalement, moi, il y a trois choix derrière une erreur. C'est soit je peux la corriger tout de suite, soit je peux prendre une contre-mesure pour plus qu'elle se reproduise dans la durée du concert, soit je dois la parquer pour revenir y travailler dessus a posteriori. Mais là, on n'est pas sur de la préparation mentale, hein. Là, on est juste sur de la haute performance et de l'optimisation de son potentiel. C'est comment je deal avec l'erreur. Et cette capacité à dire, OK, j'ai fait une erreur, je la dégage et j'avance. Faut imaginer que, et je pense que ça va parler à certains d'entre vous, ce qui se passe dans votre tête, il faut imaginer que vous avez une platine de son devant vous et que c'est vous qui avez les curseurs. Et que si vous décidez de pousser le curseur de ma frustration à fond et de baisser le curseur de la satisfaction, parce que finalement c'est vous qui avez le pouvoir de jouer avec cette console, eh bien oui, vous aurez X temps de frustration. Et donc d'aller travailler avec cette console, cette platine de son, pour dire, bah non, tiens, je vais mettre un petit peu plus de positif ici, je vais mettre un petit peu plus de pensée là, eh ben, ça se travaille comme ça. Ou alors, il y en a qui travaillent différemment, hein. Il y en a qui disent, tiens, j'ai fait une erreur, delete sur mon touche d'ordinateur. Il y en a qui disent, je tire la chasse et ça part avec. Et comment je reviens dans ce dont j'ai besoin pour finir correctement mon concert ou mon événement. Mm. Du coup, je vais reprendre, à moins que vous ayez d'autres questions, cette vision de maîtriser l'instant, hein. Euh, le juste avant, c'est la gestion du stress. C'est alors, j'entends beaucoup trop souvent, je veux supprimer le stress. Sauf que le stress, il est nécessaire à la performance.
Si, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, s'il n'y a pas suffisamment d'enjeux, si votre niveau de stress ou votre niveau d'excitation n'est pas suffisant, alors il y aura une difficulté de performance. Le stress, hein, c'est vraiment une hyperbole où il faut trouver, savoir où est ma zone de performance optimale. Et ça se travaille. Ça se travaille de quels sont les facteurs qui me font passer dans c'est trop. Peut-être que une salle de 500 personnes, c'est bon, une salle de 3000 personnes, c'est plus bon. Et donc, comment je travaille sur ces choses-là? Ou j'ai besoin de pas être que le morceau soit pas ennuyant, ou j'ai besoin de certains niveaux de challenge. Et donc, ce niveau de stress, ben, derrière, il va falloir adapter vos comportements, vos routines à faire me mettre dans cette zone-là. Peut-être que des fois, il faut que je me calme parce que je suis trop proche d'un hyperstress qui va me bloquer, ou des fois, je suis trop bas et j'ai besoin de me réactiver, de me remettre en dynamique pour pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même. Globalement, hein, travailler sur quels sont vos facteurs de stress et comment je peux soit les effacer, les enlever. On parle du mauvais stress, hein, on ne parle pas du bon stress, mais comment, sur ces facteurs qui me distraient, mes facteurs de distraction ou de stress qui viennent me perturber, comment je peux faire en sorte que sur ces moments-là, ça, je ne rentre pas dans une boucle automatique. Parce que globalement, quand votre facteur stressant émerge, vous rentrez dans un comportement automatique. Ce comportement automatique, il commence quasiment systématiquement par une pensée ou une émotion. Et donc, cette émotion ou cette pensée, vous rentrez dans le cercle qu'on a vu tout à l'heure, et forcément, à un moment donné, vos comportements ne sont plus adaptés parce que votre base n'est pas solide. Le troisième, c'est la gestion des émotions. On a vraiment parlé tout ça sur là, comment, au fil du temps, au fil de mon événement, je fluctue émotionnellement et, et vraiment de quoi j'ai besoin pour performer. Et ça, c'est vraiment important. Dans quel état émotionnel j'ai besoin d'être pour être performant? Tout à l'heure, tu nous disais, Camille, que tu avais besoin d'avoir un sentiment de satisfaction et de plaisir. Ok, ferme les yeux, juste replongez-vous, laissez remonter en vous un moment où vous avez ressenti ce plaisir et cette satisfaction. Et juste là, de vous rappeler, c'était où, c'était quand. Et juste là, tout simplement, de revoir cette scène, ce moment-là, comme si vous étiez un oiseau ou un avion. Vous voyez cette scène, cette salle, peu importe. Et tout doucement, vous descendez, vous vous approchez de la personne que vous êtes, de vous voyez. Et là, vous ouvrez grand vos oreilles et vous écoutez ce qui se passe. Quels sont les bruits, quels sont les sons. Voilà. Mais aussi, quelles sont vos sensations, qu'est-ce que vous ressentez. Rentrez peut-être dans la personne, dans votre personne, pour, pour vraiment vous connecter à ces émotions, à ces ressentis-là. Peut-être qu'il y a des odeurs particulières ou des goûts qui vous reviennent à ce moment-là. Et juste, laissez-vous baigner par cette énergie, cette sensation, cette émotion que vous ressentez. Peut-être que vous pouvez la localiser en vous, un point particulier dans votre corps, duquel cette émotion émerge. Et si vous deviez y associer une couleur, ça serait quelle couleur? Voilà. Je vais vous inviter, dans les secondes qui viennent, à chaque inspiration et expiration, à laisser grandir cette couleur et à vous laisser envahir par cette émotion que vous avez choisie, que vous avez recontextualisée dans un moment particulier pour vous. Et à chaque inspiration et expiration, cette émotion vous envahit, vous remplit pleinement. Et au fur et à mesure que vous avancez dans cette émotion-là, qu'elle monte et qu'elle grandit en vous, cette couleur commence à vous englober, à vous entourer. Et elle va commencer à rayonner de plus en plus autour de vous. Et vous rayonnez cette énergie, ce plaisir, cette émotion. Et je vous laisse juste, tout simplement, quelques instants pour profiter de cet état que vous avez en vous
et que vous pourrez tout simplement, la prochaine fois où vous en aurez besoin, rappeler en vous remémorant ce lieu et cette date. Parce que vous venez de l'ancrer tranquillement en vous. Je vous laisserai tranquillement revenir avec moi. Moi, j'ai une question. Je sais pas si Ouais, bien sûr, Elisa. je peux aussi la poser plus tard. Hein, il n'y a pas de, Ouais, ça dépend. vas-y. Mais moi, je suis confrontée à un truc un peu particulier qui et justement, je sais pas trop comment gérer, mais Ouais, vas-y. j'ai pas de stress au moment. Enfin, si, j'ai du stress positif au moment de jouer, mais je ressens pas de particulièrement de blocage ou de gêne sur scène. Mais quand il s'agit pour moi, le blocage hyper terrible à franchir, c'est quand il s'agit de me revoir jouer. Donc si j'ai une vidéo ou un truc, donc tout le travail de mettre des vidéos en ligne, de se montrer sur les réseaux, tout ça, c'est un calvaire total pour moi parce que récemment je me suis vraiment prise par la main et je me suis forcée entre guillemets à regarder des vidéos et à voir ce que je traversais. Et il y a eu une après-midi pour regarder un truc alors que j'avais vachement bien joué, il n'y a pas de problème. Et pour regarder le truc, j'ai dû mettre une heure et demie, sortir dehors, faire une promenade, évacuer le truc et tout. Et genre, travailler avec mon émotionnel juste pour re-regarder la vidéo d'un concert qui s'était bien passé, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Je comprends pas. Et c'est super lourd parce que ça s'améliore pas, en fait. Et moi, j'ai besoin de poster mes vidéos. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et donc, voilà, je passe ça. C'est ce dont tu me parles. Ouais, Pour moi, c'est ce qu'on travaille en intelligence émotionnelle ouais. sur la perception de soi, l'affirmation de soi et l'acceptation de soi. Ouais. Et, et ça n'a rien à voir avec la préparation mentale. Ça a vraiment à voir avec toi et ton identité et comment tu te valorises et tu te perçois, en fait. Et C'était c'est quoi les trois noms? Perception de soi, acceptation, puis il y en avait un deuxième, perception, affirmation de soi. affirmation, ouais. Mais tu peux pas t'affirmer si tu n'as pas cette bonne perception de soi et cette valeur que tu vas, voire même l'amour de soi, hein. Hmm, L'acceptation et l'amour de soi, si tu veux aller vraiment hmm, dans les bons niveaux. hmm. C'est vraiment tout un travail sur soi, sur ses qualités. Et là-dessus, moi, je t'invite vraiment à aller travailler par mes qualités et la valorisation de tes qualités pour commencer à vraiment avoir cette bonne euh, perception de toi. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas pour rentrer plus dans l'histoire, mais c'est juste pour apporter une confirmation de ce que tu dis. C'est que je suis quand même revenue dans mon travail psy personnel sur mes toutes premières expériences de violon. J'avais quand même 5 ans quand j'ai commencé, puis j'ai commencé avec un prof roumain qui était hyper violent, enfin voilà. Et du coup, en tant que toute petite fille, j'ai eu un environnement très imprévisible, très surprenant, très étrange, et j'ai pas forcément eu la chance, enfin l'espace pour trouver mon propre geste, mon propre calme. Donc voilà, tout s'est empilé sur une première expérience très stressante, quoi. Donc je pense que c'est ça qui remonte au moment dans la perception de moi, puisque j'ai eu un feedback, le premier feedback que j'ai eu était pas vraiment dans cette bonne perception de moi. Donc Donc, ça c'est ton confirme ce que tu histoire, dis. hein. C'est ton histoire qui t'a construite. Ah. Là-dessus, moi, je le travaille en PNL Ouais. sur des changements d'histoire de vie. En fait, on va pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on va changer ta relation en venant réinjecter des ressources que tu as aujourd'hui à cette Mm. petite fille qui se retrouve dans ce moment de départ qui finalement euh, bloque Mm. la suite. Ouais, Mais pour ouais. moi, ouais, c'est plus sur cette partie-là de soi avec soi-même et Mm. finalement cette histoire de vie qu'on a eue
qui fait que dans l'histoire que tu me racontes, hein, c'est pas de valorisation, c'est une exigence absolue. Ouais. Je pense que le compliment, il n'y en avait pas, c'était jamais assez. Et donc forcément, cette vraie valeur et cette reconnaissance de j'ai le droit aussi à Mhm. ça, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je confirme. Enfin, c'est pas par le biais de la PNL, mais je confirme que j'ai ressenti quand même du soulagement par, comme tu dis, reformuler, revenir, changer le dialogue, et j'ai même écarté mon prof, l'adulte aujourd'hui. Je suis même venue sauver la petite, et dire à mon prof de déguerpiller, quoi, parce que merde, fallait qu'il arrête, quoi. Donc, donc ça m'a pas mal aidé. Mais voilà, quoi. Et effectivement, alors moi je connais la PNL, je travaille aussi un peu en hypnose, hein. L'idée c'est d'aller le travailler dans l'inconscient et l'émotionnel parce que finalement Mm, chaque situation va laisser une trace et cette trace va se réactiver. C'est pareil sur votre frustration, sur votre exigence et ces choses-là. Et tout l'enjeu du travail qu'on peut faire aussi en préparation mentale et aujourd'hui que je complète avec de la PNL, hein, c'est mm. vraiment d'aller changer cette relation à ces traces et que ça ne soit plus automatique. Faut imaginer que dans une journée, plus de 95% de nos mouvements, de nos gestes, de nos émotions sont automatiques. Et donc, Ouais, on a moins de 5% d'actions conscientes. Et donc, ces 95% sortent juste de nous, de notre histoire et des traces des situations qui ont été laissées en nous. Et donc, l'enjeu, hein, il y a du psy, il y a plein de techniques. À vous de choisir ce qui vous convient en fonction de où vous voulez aller, quoi. mm, mm. Ouais, mais c'est bien, voilà, si moi-même, j'ai pas forcément les techniques pour accompagner mes élèves, moi-même, mais de pouvoir les diriger vers des professionnels qui les auront, et de savoir comment faire, Bien dans le sûr. cadre de mon accompagnement, ouais. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Et du coup, je vais terminer cette présentation par quelque chose qu'on oublie toujours et qui pourtant est la clé pour moi de durée et de la réussite. Là, on est d'accord, on a eu un avant, on a eu un juste avant, on a eu un pendant. Comment je gère tout ça? J'ai réussi mon objectif, super. Mais avez-vous pensé à l'après? Qui a déjà ressenti le blues post-événement? Oui, tout à fait. Voilà. Et ben ça s'anticipe. Mm. Et ça se travaille. Et c'est pour moi le dernier pilier de ma méthode, hein, qui s'appelle oser, qui est le respirer. Le respirer, c'est avoir cette capacité à célébrer, encaisser, si ça ne s'est pas passé correctement, on veut récupérer. Parce que il y a une chose que le sport m'a appris, c'est qu'on ne progresse pas dans le travail. On va progresser dans le repos et la récupération. Ça marche dans le sport physique, ça marche quand on a une formation, ça marche dans le côté mental. Je pense que ça marche aussi sur des répétitions de gestes dans la musique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné de buter sur quelque chose, de laisser de côté et d'y revenir plus tard et que ça passe? C'est parce que simplement votre inconscient et votre corps a acter et travailler ça de manière autonome. Et, moi j'adore ça parce que cette phase-là, pour moi, c'est aussi une façon pour recalibrer ces schémas d'excellence. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que je veux améliorer? Et c'est hyper important. On parlait tout à l'heure de savoir de quoi j'ai besoin pour réussir, de quel est mon environnement et de qu'est-ce que je dois mettre en place. Et ben, en post-événement, avoir cette capacité à analyser qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce qui a marché et comment je peux encore l'améliorer, sans forcément aller chercher ce qui n'a pas marché, parce que globalement, et notamment nous, les Français ou les sportifs, on a plutôt tendance à aller mettre notre focus sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui a amélioré, mais on oublie de voir qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, pour que je sois en capacité, la fois d'après, de reposer ces conditions de cette réussite-là. Donc voilà globalement ce que moi j'aborde dans la préparation mentale. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations. Voilà. C'était peut-être un peu décousu, mais
Bon, je pense qu'on a traité beaucoup plus que ce que on pouvait imaginer traiter en si peu de temps. Ah, c'est un sujet super important pour les musiciens, pour tout le monde en général, mais quand on monte sur scène, effectivement, il y a tout le travail avant. Et là, c'est vraiment très important ce que tu as rajouté aussi, le travail après, parce que bah, cet après, justement, d'Elissa, de pas pouvoir se réécouter ou etc., ça arrive très souvent, en fait. Et de pouvoir améliorer ce qui a été fait et de pouvoir le refaire seulement en faisant un débriefing, en fait, c'est super important. Moi, je sais que quelque chose qui m'avait marqué dans ma formation en tant que pianiste classique, c'était une fois quand j'avais joué mon concerto pour orchestre et ma prof m'avait dit, t'as plus besoin de le travailler. J'avais dit, bah non, je dois répéter, sinon j'y arriverai pas. Elle me dit, non, non, tu vas marcher, tu vas seulement le passer comme ça et ça va, tu le connais. Bon, après, j'ai dû répéter encore, mais en tout cas, le côté d'améliorer sans même travailler son piano techniquement, ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là parce que la force du mental ou de la projection aussi était, à ce moment-là, je l'avais pas vraiment prise au sérieux et j'ai vraiment vu que finalement, on pouvait modifier des idées ou ce qu'a dit par exemple Camille aussi d'un passage on n'arrive pas à le faire. Finalement, parfois, c'est même pas en le travaillant des heures et des heures qu'on peut y arriver à faire. C'est en changeant ses pensées et en changeant peut-être même sa façon de l'imaginer, de s'imaginer de le faire. Donc, je sais que c'est très important de travailler sa préparation mentale, en tout cas pour pouvoir avancer très correctement. Donc, merci beaucoup, Sylvain, pour toute ta présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elissa, Lauriane. En tout cas, je trouve que c'est un thème que c'est vraiment essentiel pour tous les musiciens de travailler sur ce sujet-là parce que même au niveau des objectifs, ensemble, on travaille sur la réalisation justement de passage à l'action, de publier, de mettre en avant sa carrière, de réaliser d'autres tâches qui ne sont pas forcément liées directement à monter sur scène. Et c'est un tout. Et souvent, bah, il y a le côté regard de son travail sur soi-même qui est très, très important pour le mettre en valeur. Ben, c'est juste vital. Et Elissa, comment je le travaille avec les personnes, c'est par les mentors et les modèles, en fait. Et quels sont les compétences et les qualités de mes mentors et mes modèles. Et c'est ce qui vient dans le qui dois-je devenir et comment je construis mon qui dois-je devenir en fait. Et je le construis par cette inspiration de mes modèles. Moi, sur les sportifs, hein, je leur demande de le traiter dans trois pans. Je leur demande de le traiter dans le pan de l'événement, donc de la compétition, donc, qui je dois être dans le pan de la compétition, qui je dois être dans ma phase d'entraînement et de préparation, et qui je dois être et qui je veux être au quotidien, en dehors de tout ça. Parce que c'est l'humain qui a derrière qui va faire que l'artiste, le sportif sera performant. Mm. Et donc, c'est vraiment sur ces trois axes-là que je leur demande quand on travaille cette question de qui dois-je devenir, j'ai vraiment là-dessus. C'est qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte sur scène, en préparation ou au quotidien. Mm. Ouais, c'est chouette. J'avais un luthier qui a partagé quelque chose de très beau sur ça, qui disait, bon, c'était un luthier d'art très reconnu qui malheureusement est décédé et en hommage à son travail de toute une vie, ils ont montré une vidéo et il a dit que pour faire de beaux instruments, chaque geste devait être beau, chaque jour devait être beau, chaque chose devait être belle, et alors évidemment les instruments étaient beaux et tout ce processus. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement touchant, quoi. Voilà. Donc c'est pas juste un jour je me réveille et je fais un truc beau au jour J, mais c'est tous les jours je fais des beaux. Donc C'est ça, c'est au quotidien. Et c'est mon intérieur qui va rayonner à l'extérieur. J'ai une petite question. Ouais, bien Là, sûr. on a parlé de qui je dois être en concert, on répète et dans la vie quotidienne. Ouais. Est-ce que c'est trois personnes, euh, est-ce que c'est des personnages différents ou parce que sur Non. scène, c'est pas moi, ça c'est sûr. Sur scène, une T'es fois sûr que que je c'est suis pas sur toi? scène, Est-ce que c'est pas le vrai toi qui est sur scène?
Ah, peut-être, oui. Et Non, c'est pourquoi le ça, vrai oui, c'est toi vrai. ne Le s'exprimerait pas au vraiment. quotidien? Là, j'ai. Waouh! Grande question. Hmm. Grande question chez les artistes parce que souvent on fait de l'art, ou en tout cas on est artiste et on met un masque, le masque qu'on aimerait finalement pouvoir être au quotidien, mais il y a toujours ce personnage qu'on crée pour monter sur scène. Et Voilà, c'est ça. Ben, un costume qui est pas forcément, enfin dans le sport on met évidemment un vêtement spécial selon les équipes, etc. Mais on fait partie d'une équipe ou pas, ou en tout cas, il y a une tenue spéciale sport. Mais chez les artistes, souvent, on choisit son personnage et qui on veut être. Ça peut ne pas être la même personne qu'on est au quotidien, mais en tout cas, il y a toujours une aspiration au niveau des artistes à créer ce personnage. Donc, la question, elle est géniale, Adrien. Et l'enjeu, en fait, c'est de ne pas le subir, c'est de le faire en conscience. Et peu importe, en fait, que tu décides de jouer un personnage ou d'être ce personnage-là, ce qui va être difficile pour moi, c'est de le subir et de pas avoir consciemment fait ce choix de dire, OK, moi sur scène, je veux être celui-là. Et dans la vie, je serai celui-là. Et pour justement pas avoir ce tiraillement, tu vois. Mais pour moi, c'est un choix de conscience. Et ce qui pose des problèmes, c'est quand tu subis les choses et que finalement tu retrouves un tiraillement entre ton inconscient et ce que pense ton mental. Parce que à l'intérieur, tu subis alors qu'à l'extérieur, tu as fait le choix. Et beaucoup de personnes euh, disent mentalement, c'est bon, j'ai pas de problème, j'arrive à switcher. Mais par contre, intérieurement, je le vis très très mal. Et c'est là qu'il faut vraiment se poser une question, en fait, de est-ce que ça me demande un effort? Est-ce que je suis prêt à le faire? Et quel est le prix à payer de jouer ce personnage-là sur scène? mais là, j'ai touché un point sensible parce que j'ai vraiment vécu ça dans plusieurs concerts dans mes débuts. Ben, c'est vrai que j'étais moi-même. Ah oui, je me déchaîne. C'est une libération pour moi d'être sur scène. C'est vraiment, euh, c'est là où je vis, quoi. C'est là où je vis. Et petit à petit, ben, vu que je suis rentré en agence, etc. Ben là, on m'a vraiment forcé et voulu pas contrôler, mais m'imposer des choix, etc. Et là, je sentais plus le bonheur d'être sur scène. Et ça causait beaucoup de stress. Et c'est vrai que niveau interlude, là où je devais parler entre les morceaux, ben, ça n'allait pas parce qu'il voulait que ce soit fait comme ça. Et ouais, ouais. Hmm. Là, ça m'a vraiment. Ouais. Toi, clairement, moi, je raccroche ça au sens, en fait. Si le prix à payer est trop fort, est-ce que vraiment veux avoir ce prix-là? Est-ce que ce prix-là va contribuer à, entre guillemets, avoir cette rétribution au sens et venir nourrir le pourquoi tu le fais, en fait? Et derrière ce pourquoi tu le fais, il y a toujours ce prix à payer de et est-ce que je suis prêt à le payer? Et moi, je vous invite aussi à travailler sur quels sont vos non négociables. C'est-à-dire que quand tu fixes ton objectif, derrière, tu as ce que j'appelle à travailler ton écologie. Ton écologie, c'est quels sont mes non négociables, ce sur quoi je ne transigerai pas. Ça, je ne suis pas prêt à le négocier. C'est comme ça et je peux pas. Typiquement, je ne suis pas prêt et je vais prendre un exemple d'un sportif de très très haut niveau qui refusait de sauter en compétition, de faire des compétitions le dimanche parce que c'était le jour du Seigneur et il refusait pendant des années de performer et de faire des compétitions ce jour-là.
Et un jour, il a transformé ça en disant, ça sera ma façon pour moi de le servir. Et il a commencé à sauter le week-end. Et donc, il avait posé son non négociable. Le prix à payer, c'est qu'il y a certaines compétitions, il y a certains grands championnats où il n'a pas été parce qu'il fallait sauter ce jour-là. Et il était OK avec ça. Et au moment donné où il n'a plus été OK avec ça, il a cherché un autre moyen pour nourrir tout ça, pour que ça redevienne quelque chose d'écologique pour lui. Voilà. Ouais. Ça me fait penser à un sujet, on a abordé un petit peu par rapport à l'équipe ou les personnes qui sont autour de nous sur scène, par exemple, donc en musique de chambre ou en groupe, etc. Là aussi, c'est quelque chose à gérer, de pouvoir s'entourer et d'être tiré vers le haut ou d'accepter ou pas, en tout cas, notre, voilà, de savoir qu'on a accepté de faire ça et peut-être les personnes ont leurs limites aussi et n'ont peut-être pas le même développement que ce qu'on peut avoir. Je pense à un chanteur, par exemple, qui va faire une tournée. À un moment donné, il joue avec un orchestre de jeunes d'un endroit qui n'était peut-être pas assez préparé. Il y a deux attitudes un peu. C'est soit il est OK avec ça et justement il va donner le meilleur de soi-même et ça va pas le gêner pour briller encore plus, même si peut-être l'orchestre n'est pas à la hauteur. Ou ben ça va le freiner et du coup bah ce sera pas forcément un bon concert. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme peut-être conseil par rapport à toutes ces tournées où on peut avoir des situations tellement différentes parfois? Ouais. Pour moi, c'est le troisième pilier de mon accompagnement. C'est mon environnement, mes ressources. Ah bien. Et encore une fois, c'est est-ce que mon environnement, il me sert ou il me dessert? Et comment je construis mon environnement? Parce que ça fait partie pour moi des conditions de mon succès et de ma performance. De quoi j'ai besoin pour performer? J'ai besoin que des musiciens soient à tel niveau, et je le fais, et entre guillemets, je me donne les moyens d'avoir ça. Mais encore une fois, c'est une question de savoir où je mets mon curseur et qu'est-ce que je vais accepter. Moi, c'est pareil. Si tu penses qu'ils vont être à ce niveau-là et que tu arrives, ils sont là, tu as une attente qui est trop haute par rapport à la réalité, et forcément, ça va te mettre en stress et ça va te poser un problème. Et c'est une question de conscience, en fait, d'avoir conscience de où se situe, et c'est toujours ces curseurs-là, de cet environnement-là, de qui je m'entoure, de les personnes autour de moi. Est-ce que quand je suis au plus bas, elles m'enfoncent? Est-ce qu'elles me font remonter? Est-ce qu'elles m'aident? Et mon environnement, mes coéquipiers, ces choses-là. Mm. Pour moi, c'est une clé qui est vitale. Je mets dans l'environnement toutes les ressources nécessaires à ma réalisation. Je mets pas uniquement des personnes humaines. Je mets aussi, parfois, ça peut être des conditions d'entraînement, ça peut être un studio, ça peut être une salle, ça peut être tout ça. C'est ça aussi l'environnement. Mm. Après, Voilà, avec est-ce que, avec le bon état d'esprit, justement, on peut se dire c'est une, euh, une opportunité aussi et j'apporte à cet orchestre. Donc, il y a tout. Et je sais que pourquoi, c'est pourquoi comme je, ça. pourquoi je le fais? Pourquoi Pourquoi je le je le fais? fais? S'il y a du sens, Voilà. c'est OK. Ça part de moi. Et après, soit je le subis, et forcément, tiens, on m'avait vendu un orchestre top niveau. L'orchestre, il n'est pas au niveau que j'attendais. Je l'ai subi. Par contre, pour la prochaine fois, peut-être que je mettrai en place un échange avec eux pour valider qu'ils sont bien au niveau où je les attends. Mm. Tu vois. Et c'est ça aussi qui va être important, de se dire, OK, OK, je les attendais là, ils sont pas là, est-ce que je l'accepte? Ou est-ce que je baisse le niveau? Ou est-ce que je les fais monter? Ou est-ce que j'ai le temps de chercher quelqu'un d'autre ou autre chose? C'est ça, en fait, aussi, qui va nous permettre d'être dans des conditions de je maîtrise mon environnement. Ouais, après, un tennisman qui joue au plus haut niveau et qui fait des fois des matchs plus sympathiquement, il va quand même jouer à son niveau. Enfin, il va pouvoir prendre du plaisir quand même, il va accepter de le faire. Et ça fera partie aussi de sa carrière de faire des matchs peut-être pas C'est- au premier Ils, niveau. ils ont,
ils ont aussi cette capacité à faire des exhibitions, à accepter l'exhibition ou pas accepter l'exhibition. C'est eux qui vont choisir d'aller sur tel ou tel tournoi parce qu'ils sont en manque de confiance. Donc, ils ont besoin de rejouer un petit peu plus dans un environnement un petit peu plus sécure, un peu plus cocooning pour pouvoir retravailler leur confiance et réussir des bonnes choses, des bons matchs. Ils vont chercher une adversité qui est moindre parce qu'ils ont besoin à ce moment-là de construire leur confiance avant de réattaquer des niveaux plus hauts. Et, ben, et pour moi, ça part de la connaissance de soi. C'est là de quoi j'ai besoin pour être performant à, à la date de l'échéance que je me suis fixée. Et qu'est-ce qui a le plus d'importance entre maintenant et cette échéance-là pour moi? Est-ce que c'est de sécuriser mon orchestre ou est-ce que c'est de travailler sur mon truc à moi? Et ce plan d'action-là sur où je suis et qui je veux devenir par rapport à l'objectif, eh ben, ça va aussi nous permettre de gérer nos priorités, de où est-ce que je mets mon énergie, parce que j'ai un niveau d'énergie qui est limité et que je dois prioriser ce qui a le plus d'importance, c'est ce qui va faire le plus de différence dans l'optique de ce que je veux donner à telle date. Super. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce qu'il y a encore une question ou pas? Et en tout cas, sinon, je veux bien que tu parles de où est-ce qu'on peut peut-être te contacter ou sur Instagram, comment c'est ton Instagram pour que s'il y a des questions après ce live, en tout cas, on Ouais, puisse voilà, t'écrire. ouais, aucun souci. Donc moi, je suis sur Instagram et LinkedIn et Facebook. Euh, Alors, sur Instagram euh, plutôt passé sur Instagram ou LinkedIn, c'est S Charas, SCHA2RAS. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien, Ouais, ça sera peut-être plus simple. dans le chat. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on parle de préparation mentale dans une préparation enfin, de musiciens au conservatoire, etc. Et en fait, c'est tellement, tellement important. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les vidéos de Sylvain et ce sujet qui est vraiment, vraiment important pour avancer. Voilà. Faites-moi un message, je vous enverrai les replays sur les croyances, les doutes. Cette semaine, j'aborde la problématique de la motivation et rester motivé dans le temps. En fait, j'ai une masterclass par mois, ça s'appelle les jeudis mindset, et on aborde un thème par mois. Donc ce mois-ci, c'est tout ce qui va toucher autour de la motivation, et le mois prochain, ça sera tout ce qui est autour de la gestion de la pression et du stress, où on ira plus loin dans ces gestions-là.